Nous allons commencer. Avant de commencer, merci à ceux qui ont déjà coupé leur micro pour éviter les interférences, de façon à éviter les petits grésillements au fil de ce webinaire. Donc, merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la présentation des nouveaux taux de cotisation AT-MP. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphane Pichot, je suis le directeur de notre holding animatrice AC-Org et directeur général délégué de notre société filiale ITES qui est spécialisée dans la recherche de subventions. Donc, avant de laisser la parole à nos deux protagonistes, Violaine et Virginie, je vais vous présenter en quelques mots notre groupe, notre société. DL Développement, nous sommes une société d'audit et de conseil opérationnel. Nous accompagnons plus de 3800 clients de toute taille. Nous sommes spécialisés dans l'audit de charges et la recherche de financement. Nous travaillons principalement sur 5 thèmes d'audit, les charges fiscales, les charges sociales, la recherche de financement, les charges financières et les charges générales. Nous avons des équipes qui sont composées uniquement de consultants experts. Cette approche globale sur ces thèmes nous différencie de nos concurrents. Nous sommes présents, notre modèle, c'est d'être présent en région et aux côtés de nos clients. C'est la base de notre organisation. Donc, nous avons des équipes en région, en métropole et dans les DOM, notamment ici en Martinique et à La Réunion. Donc, je vais laisser la parole à Violaine et Virginie. Ils vont vous présenter le sujet pour lequel vous êtes tous présents. Donc voilà, je vous remercie et n'hésitez pas, oui, pour juste une petite précision, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. De toute façon, on essaiera d'y répondre et quand il y a des questions qui seront un peu communes, peut-être qu'à la fin, nous reviendrons sur des questions qui ont été posées pour débriefer de ce que vous aurez entendu et pour préciser un certain nombre de choses. Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Virginie Ordonneau, je suis consultante ATMP au sein de DL Développement. Aujourd'hui, on vous propose de participer à ce webinaire pour comprendre les clés de compréhension du taux de cotisation ATMP, en l'occurrence 2023, puisqu'on débute l'année. Vous montrer comment il est calculé, de quels éléments il est composé, quelles sont les pistes de vigilance à avoir, comment éviter la hausse de ces futurs taux de cotisation AT-MP. Et enfin, on fera une petite synthèse de tout ceci et on pourra éventuellement écouter vos questions et échanger librement sur ces sujets. Je vais laisser la parole à Violaine. Bonjour à tous également. Donc, moi, je suis Violaine Delavaux, responsable adjointe du pôle accident du travail et maladies professionnelles. Et je vais débuter ce webinaire par une partie sur les clés de compréhension du calcul du taux AT. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la CGSS va notifier annuellement à votre société un taux de cotisation pour tous les établissements qui comptent au moins un salarié. En métropole, vous allez avoir plusieurs organismes comme la CPAM ou la CARSAT. Au niveau de votre région, ça va être un seul organisme qu'on appelle la Caisse générale de sécurité sociale, qui comprend plusieurs services. Et c'est le service tarification donc, qui va vous notifier, calculer et notifier vos taux de cotisation. Vous allez ensuite vous cotiser sur la base de ces taux et régler la cotisation à l'URSSAF. Pour vous donner une idée, le taux accident du travail, maladie professionnelle, donc la cotisation que vous allez payer, représente de 1 à 3% de la masse salariale de votre société. Donc, ça en fait une des charges sociales les plus importantes pour votre société. On vous a mis un petit schéma pour vous donner une idée d'une société de 150 salariés pour laquelle un accident du travail surviendrait
en 2016, donc un accident du travail mortel. C'est la plus grosse dépense qui peut être imputée à votre société au titre professionnel. Et vous allez voir que ce sinistre aura un impact pendant 6 années consécutives sur vos taux AT. Parce que là, on a pris un exemple d'une société qui avait 1,80% comme taux AT appliqué. Et vous voyez que pendant 6 années, la dépense va venir augmenter le taux de manière graduelle en raison d'un principe qui s'appelle le principe de l'écrêtement, qui va empêcher votre taux AT de varier de manière trop importante d'une année sur l'autre et qui va du coup générer cette augmentation pendant 6 années consécutives. La première chose à faire, donc pour pouvoir comprendre votre taux de cotisation AT et pouvoir vérifier les éléments qui figurent sur la feuille de calcul, c'est d'aller télécharger ou en tout cas prendre connaissance de votre feuille de calcul de taux AT. Pour cela, il faut vous connecter sur votre compte Net Entreprise, donc votre accès habituel. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Compte ATMP que vous voyez en violet sur le schéma, puis dans Mon taux AT en vigueur. Là, vous aurez la possibilité donc de télécharger, de consulter vos feuilles de calcul. Elles seront composées donc d'une page si vous cotisez en taux collectif et de 2 pages si vous êtes en taux mixte ou en taux individuel. La première vous informant de la notification et la deuxième se présentant sous la forme d'une feuille de calcul avec l'ensemble des éléments pris en compte pour le calcul de votre taux AT. Une fois que vous avez pris connaissance de votre feuille de calcul, il est important, notamment en début d'année, de vérifier l'ensemble des points qui sont indiqués et des éléments propres à votre société. Le premier point de vigilance, ça va être le code risque, qui est un code attribué automatiquement donc, par la CGSS lorsque vous créez votre entreprise ou votre établissement et qui va correspondre au risque principal auquel sont exposés les salariés de votre établissement, la majorité des salariés. Chaque année, vous avez un arrêté ministériel donc, que vous pouvez trouver notamment sur Légifrance qui va définir la liste des codes risques en distinguant 9 CTN, donc c'est 9 secteurs professionnels comme l'alimentation, la métallurgie par exemple ou le BTP, puisque les salariés de ces sociétés vont être exposés à des risques différents. Donc on a bien une distinction par secteur professionnel. Et cet arrêté va lister les risques, va indiquer leur libellé et le taux collectif qui va s'y rapporter. Donc, par exemple, si on prend l'alimentation, vous avez un code risque grande et moyenne distribution avec un taux collectif indiqué. Pour les Antilles, vous n'allez pas avoir de différence que vous pourrez voir sur le décret, sur l'arrêté. Il y a des spécificités pour certaines régions comme l'Alsace-Moselle, mais pour les Antilles, vous aurez le même régime que le régime national. Le second point dont il faut faire attention, auquel il faut faire attention, ça va être l'effectif retenu sur la feuille de calcul. Comme je vous indiquais tout à l'heure, vous allez avoir un taux de notification pour chaque établissement au niveau de l'établissement. Par contre, l'effectif qui sera indiqué sur la feuille de calcul correspond à l'effectif de la société, l'effectif global. L'effectif qui sera retenu sera le dernier de l'année, celui de la dernière année connue, puisque par exemple pour 2023, puis pour que vous puissiez avoir vos taux dès le début du mois de janvier, la Caisse a procédé au calcul de votre taux de cotisation dès le mois de décembre 2022. Donc la dernière année connue pour elle était l'année 2021. C'est pour ça que vous avez un petit décalage sur les années. L'effectif, ça va avoir son importance puisque ça va conditionner votre mode de tarification. Donc, vous avez en premier lieu pour les petites sociétés un mode de tarification qui est le taux collectif, c'est-à-dire que vous allez cotiser au taux du code risque indiqué par l'arrêté ministériel qu'on a vu précédemment, sans que votre sinistralité propre entre en jeu dans le calcul du taux. À l'inverse, pour les grandes sociétés, donc de au moins 150 salariés, vous allez cotiser en taux individuel, c'est-à-dire sur la base de votre sinistralité propre, sans que le taux collectif entre en jeu. On a un troisième mode de tarification qui est hybride et qui s'appelle le taux mixte et qui va prendre en compte à la fois le taux collectif et votre sinistralité propre dans le calcul. Sachant que plus votre société va être proche de 149 salariés, plus la part du taux individuel, donc de votre sinistralité, va rentrer en compte dans le calcul du taux. Par contre, si vous vous rapprochez plutôt de 20, si vous avez peu de salariés, là, le taux collectif va entrer en jeu de manière plus importante. Le principe de base, c'est que si votre société franchit un seuil d'effectif, vous changez de mode de tarification.
Toutefois, on a la loi Pacte qui est assez récente et qui, depuis janvier 2019, vient neutraliser l'effectif pris en compte par la Caisse pour le franchissement de seuil à la hausse. Donc, il va falloir, pour pouvoir franchir un seuil à la hausse, que votre société l'ait franchi pendant 5 années consécutives. C'est pour ça que vous pouvez avoir, peut-être pour certains d'entre vous, sur les feuilles de calcul, un effectif réel et un effectif retenu par la Caisse. C'est dû à l'application de cette loi. La seconde nouveauté, c'est l'application d'une majoration pour les établissements à taux collectif qui devait s'appliquer à compter de janvier 2023, mais qui a été repoussée par le législateur à janvier 2024 et qui va avoir une incidence sur les taux de cotisation collective puisqu'ils pourront être majorés de 10% maximum si la société a un ou plusieurs sinistres dans la période de référence de la feuille de calcul. Comment est calculé votre taux de cotisation AT? Donc là, c'est l'exemple du taux pour un taux individuel. Vous allez avoir un taux net qui est notifié sur la base duquel vous allez cotiser et qui correspond à un taux brut, dont on va voir le calcul juste après, auquel on ajoute 4 majorations. C'est des majorations nationales qui vont être liées à la prise en charge des accidents de trajet, puisqu'ils ne vont pas entrer de manière directe dans le taux de cotisation AT, mais vont quand même avoir un coût pour la CGSS, pour la caisse, la sécurité sociale, et des coûts liés aux frais de dossier ou à la prise en charge des dispositifs liés à la pénibilité ou à la prise en charge des victimes de l'amiante, par exemple. Donc ça, vous ne pouvez pas agir sur ces 4 petites majorations que vous retrouverez sur toutes les feuilles de calcul au niveau national. Le taux brut, lui, il va correspondre au coût du risque sur la période triennale de référence divisé par la masse salariale fois 100. Le coût du risque, ça correspond aux dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles qui sont prises en charge et qui figurent sur le compte employeur de votre société sur la période triennale. La période triennale, c'est les 3 dernières années connues par la CGSS lorsqu'elle calcule votre taux de cotisation AT. Donc, c'est un peu le même principe, comme elle calcule en fin 2022, par exemple, pour 2023. Les dernières années connues, ça va être pour elle 2021, 2020, 2019. Le coût du risque. Donc, vous retrouvez, comme j'évoquais sur votre compte employeur, le détail des sinistres qui sont imputés et qui vont entrer dans le calcul de votre taux de cotisation AT. Là, on vous a mis un exemple, c'est un compte employeur 2022, par exemple. Vous retrouverez le nom du salarié dans la 4e colonne, l'accident ou la maladie professionnelle, sa date. En dessous, la 2e date, c'est la date de prise en charge. Et ensuite, le nombre de jours d'arrêt, là, on voit 26 et 52, c'est le nombre de jours d'arrêt dont le salarié a bénéficié au titre du sinistre. Et à côté, la dépense correspondante. C'est ces dépenses qui entreront dans le coût du risque qu'on a vu dans la formule précédente. Ces dépenses, elles sont déterminées par le barème des coûts moyens, qui est aussi produit par décret et arrêté chaque année. Donc, vous avez pour l'année 2023 le barème des coûts moyens qui vous est mentionné sur le PowerPoint. Et on peut voir, donc, si on prend l'alimentation, par exemple, si vous avez un sinistre qui a généré un nombre de jours d'arrêt compris entre 46 et 90 jours d'arrêt de travail, vous verrez en face la dépense moyenne qui a été estimée au niveau national est de 4 264 €, et c'est cette dépense que vous retrouverez sur votre compte employeur. Les indemnités d'incapacité temporaire, donc ça correspond au nombre de jours d'arrêt de travail du salarié. Le salarié, par contre, une fois qu'il est consolidé, il peut aussi bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle qu'on appelle IPP et qui correspond à une rente. Et vous pouvez voir donc dans la partie rose les dépenses liées au taux d'IPP. Donc pour l'alimentation encore, si on suit la ligne, si vous voyez que votre salarié en plus, il a eu une rente de 12%, admettons, vous aurez une dépense de 54 927 € qui va également s'imputer sur le compte employeur, sachant que ces dépenses donc, sont cumulatives. Vous allez retrouver les 2 types de dépenses et on estime globalement que cette dépense correspond à la cotisation supplémentaire que paiera la société sur 3 ans via son taux de cotisation AT. Comment contester votre taux de cotisation si vous voyez des anomalies, notamment sur les points qu'on a évoqués précédemment?
De prime abord, il faut aller donc télécharger votre taux de cotisation AT, enfin la décision de taux, puisque ça va faire courir un délai. Le délai qui est de 2 mois va courir à compter du moment où vous téléchargez la notification de taux, sachant que si vous ne la téléchargez pas dans les 15 jours, la caisse va considérer que la date de notification sera celle de la mise à disposition des taux pour votre société. Donc, c'est bien important d'aller la télécharger. Là, on est le 2 février, vous avez encore un mois au moins pour aller télécharger et prendre connaissance de la feuille pour pouvoir contester dans les délais. Dans ces voies et délais, donc les voies et délais de recours, dans le délai de mois, vous pouvez saisir vous pouvez établir une réclamation gracieuse auprès de la CGSS ou saisir la Cour d'appel d'Amiens qui est spécialisée dans ce type de contentieux tarification. Sachant que nous, DL Développement, on peut accompagner les clients sur, les sociétés avec lesquelles on travaille sur ce type de contestation. Il y a d'autres possibilités donc, de réduire vos taux de cotisation à TMP. La première, ça va être les incitations financières de la CGSS à la prévention. Donc, si vous envisagez ou si vous avez l'obligation parfois de mettre en place des actions de prévention, vous pouvez obtenir des subventions ou des avances financières de la part de la CGSS. Là, on a mis un exemple donc, de la CGSS de la Martinique qui propose des minorations de cotisations accidentes du travail ou ristournes qu'on peut obtenir si vous mettez en place des actions de prévention particulières. Il existe aussi les contrats de prévention, donc également pour les sociétés de moins de 200 salariés. Les contrats de prévention, ça va être des avances de frais faites par la caisse qui vont vous permettre de réaliser des améliorations, des travaux ou autres, ou de mettre en place des nouveaux process. Et si vous respectez le cahier des charges qui est convenu avec la caisse, ces avances de frais se transformeront en subventions. Et enfin, pour les plus petites entreprises, il existe aussi des subventions TPE-PME. Vous avez la possibilité également de demander un taux réduit pour le personnel administratif de votre société, puisque c'est un personnel qui ne va pas être assujetti au même risque que les autres salariés de votre société. Donc, vous pouvez faire cette demande aussi auprès de la CGSS. Le troisième dispositif qui existe, c'est le taux unique. Ça va concerner les sociétés qui ont plusieurs établissements qui cotisent et qui ont un code risque identique. Vous pourrez demander un taux unique, mais il faut bien envisager avant cette solution pour voir si c'est bénéfique ou non à votre société. Vous pouvez aussi demander l'imputation au compte spécial de certains sinistres qui figurent sur votre compte employeur. On peut notamment citer par exemple les maladies professionnelles pour lesquelles le salarié aura été exposé au risque chez plusieurs sociétés. Ou par exemple, comme c'est un sujet un petit peu polémique, des fois aux Antilles, l'exposition aux pesticides par exemple, vous pouvez considérer que votre salarié, il n'a pas été exposé que chez vous, que au sein de votre société à ces substances et que la maladie n'est pas forcément due finalement au travail au sein de votre société, mais peut-être au travail qu'il a réalisé au sein de d'autres sociétés ou dans le cadre de sa vie personnelle, selon où est situé son domicile ou autre. Donc ça, c'est des demandes qui peuvent être un petit peu complexes, mais on peut assister aussi si une société a des cas qu'on pourrait pouvoir imputer sur le compte spécial. Enfin, on vous invite, de manière générale, à bien vérifier les sinistres qui sont inscrits sur le compte employeur ou les comptes employeurs de votre société, puisqu'il y a certains sinistres, comme les accidents de trajet, qui ne doivent pas y figurer, ou de bien vérifier que tous les accidents qui figurent sont ceux qui ont été déclarés, qu'il n'y a pas des doublons, etc. Procéder à une vérification un petit peu globale. Je vais maintenant passer la parole à Virginie pour la seconde partie du webinaire. Voilà, donc merci beaucoup Violaine. On va aborder le sujet de comment éviter la hausse de ces futurs taux de cotisation, comment travailler en aval de façon à ce que ces risques n'impactent pas trop fortement vos taux.
On va parler de deux choses, la phase précontentieuse et la phase contentieuse. Donc, je vais aborder le premier sujet. On a vu avec Violaine que les risques pro impactent de façon très importante les sociétés, leur activité, mais aussi la santé de leurs salariés. Donc, ce sont des sujets extrêmement importants qui donc touchent des risques physiques, mais aussi des risques psychosociaux. Donc, il est très important de pouvoir les identifier assez rapidement, de les traiter en connaissance de cause et de répondre avec votre interlocuteur unique qui est dans un premier temps la CGSS de façon très rigoureuse et avec précision. Surtout lorsqu'on s'aperçoit que ces litiges portent question et sont sujets à doute sur un lien de causalité entre le sinistre déclaré et l'activité professionnelle exercée au sein de votre société. Donc, les phases déclaratives sont donc extrêmement importantes et peuvent être accompagnées par des experts tels que nous pouvons le proposer lors de l'assistanat que nous offrons en option. Voilà, donc il est important de savoir identifier les trois grands sinistres que vous pouvez éventuellement rencontrer, donc les accidents du travail, les accidents du trajet et les maladies professionnelles qui impactent vos sociétés. Parmi eux, vous avez des sinistres qui seront pris en charge au cadre de la législation professionnelle, mais pour autant n'apparaîtront pas sur vos comptes employeurs. Donc il faut savoir les reconnaître. Vous aurez les rechutes qui sont des sinistres qui apparaissent après le sinistre initial. Votre salarié a été arrêté, il a repris son activité, puis c'est de nouveau fait arrêter en liaison avec son sinistre initial. Lors des rechutes, le législateur a convenu de ne pas impacter l'employeur puisque c'est une suite qui peut apparaître très tardivement par rapport au sinistre initial. L'accident de trajet, lui aussi, finalement, ne sera pas impacté sur les comptes employeurs, puisque c'est quelque chose qui ne rentre pas forcément sous la responsabilité de l'employeur. Mais pour autant, c'est un trajet qui est protégé, donc le salarié sera indemnisé en tant que tel. On a aussi deux petites exceptions un partage, si vous voulez, des frais pour les intérimaires et les apprentis. Les intérimaires, eux, qui sont donc sous la coupe d'une double casquette, hein, les sociétés d'intérim et les sociétés utilisatrices, la charge va être partagée entre ces deux sociétés. La société intérimaire assumera 2/3 du sinistre, tandis que la société utilisatrice en assumera 1/3. Pour les apprentis, ça va être un petit peu différent. Si c'est la société qui garde la main dans la phase déclarative du sinistre, pour autant, selon que l'apprenti se soit blessé sur son lieu de formation, c'est l'école qui prendra en charge ce sinistre. Si au contraire, l'apprenti s'est blessé sur son lieu d'apprentissage, ça sera la société qui en assumera les conséquences. Donc, toutes ces phases-là et toutes ces identifications ne sont pas forcément évidentes. Donc, elles peuvent être accompagnées de façon à ce que vous ne trompiez pas dans votre phase déclarative et que du coup, vous ayez une conséquence financière qui ne devrait pas être incombée à votre société. Alors, les points de diligence de la DAT sont assez nombreux puisqu'il faut savoir que en Antilles comme dans Métropole, elles sont régies par des articles de la sécurité sociale qui disposent d'un certain nombre de critères cumulatifs pour rendre éligible un accident. C'est la CGSS qui est donc votre premier interlocuteur et on va s'attacher à vérifier certains critères d'éligibilité. Donc, on va vérifier la soudainteté des faits ou l'événement, s'il a effectivement une date certaine et si l'accident s'est survenu sur le temps et le lieu de travail. On va vérifier aussi l'existence d'un lien entre la liaison et le travail, de façon à vérifier donc que votre salarié est bien sujet à un accident dû à son activité professionnelle. Alors, la déclaration d'accident du travail en elle-même doit être rédigée dans les 48 heures à partir du moment où vous avez connaissance du sinistre. Donc, je vous rassure, si jamais votre salarié ne vous prévient pas dans les temps, ça sera la date à laquelle il vous aura informé de son accident qui fera courir ce délai de 48 heures et donc vous ne serez pas réprimandé pour une déclaration tardive, au contraire de votre salarié qui, lui, peut être
mise en fait en porte-à-faux s'il n'a pas déclaré dans les 24 heures. Donc la qualification, comme je vous le disais, est déterminante dans la prise en charge ou non par l'employeur du coût financier pour l'entreprise. Donc il faut savoir reconnaître un accident du travail ou pas. Donc vous avez l'accident du travail en lui-même, donc celui qui se produit au sein des locaux de la société ou sur le parking de la société ou encore sur l'unité de production de la société et plus couramment maintenant à la suite du confinement en télétravail, on se rend compte que ces sinistres-là vont être pris en charge au titre des AT liés au travail. L'accident de mission, qui peut se dérouler lors d'un déplacement auquel le salarié a été amené à faire. Donc, ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être une livraison, ça peut être éventuellement même un séminaire. On a considéré, par exemple, lors d'un séminaire, qu'un salarié qui se serait blessé lors d'une activité sportive comme le ski va être pris en charge puisqu'il était sous la responsabilité de son employeur et donc il bénéficie en fait de cette sécurité et de cette indemnisation. On a aussi recueilli un cas un petit peu plus atypique d'un salarié qui avait été envoyé en mission en Chine, qui a été accidenté dans une discothèque à 3 heures du matin puisqu'il s'est blessé en dansant. On a considéré que l'employeur n'avait pas pu prouver en fait qu'il n'y avait pas de lien avec son travail. Il était peut-être avec un client qui l'a accompagné d'un point de vue commercial et donc ça a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Donc, vous avez au contraire l'accident de trajet qui, lui, va être hors cadre, qui ne va pas rentrer dans les aspects financiers sur vos comptes employeurs. Donc, l'accident de trajet, lui, se situe, comme il est bien nommé, entre le domicile et le lieu de travail. Et le législateur a prévu une exception. On va considérer en fait qu'un détour est justifié lorsqu'il est nécessité quand il est justifié par une nécessité essentielle de la vie courante, comme par exemple aller chercher ses enfants à l'école ou sur leur lieu de garde. Alors, là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet sur le document CERFA que vous avez tous déjà vu, je suppose, mais qui demande une application et une vigilance, hein, puisque le formalisme est primordial en fait dans la prise de décision de la caisse. C'est là qu'elle va avoir un petit peu le compte-rendu de ce qui s'est passé et elle peut d'ores et déjà se faire une idée en fait d'une prise en charge ou non. Donc, il y a quelques pièges à éviter. Et qui peuvent être donc un petit peu accompagnés ou reformulés par nos services qui vous permettront d'échapper en fait à une prise en charge d'emblée sans vous laisser l'occasion de vous exprimer sur un litige qui vous paraît plutôt douteux. Donc il faut vraiment compléter ce document avec beaucoup de prudence. Les réserves, hein. Les réserves, vont également, rentrer en ligne de compte lorsque l'employeur, a des doutes, sur un sinistre. Il lui est donné la possibilité, dès la DAT, d'émettre des réserves dans le petit encart qui est prévu à cet effet. Mais, cet encart étant quand même assez petit, il est permis aussi de transmettre un courrier de réserve qui est dit, motivé, et qui doit porter, sur un certain nombre de critères. Donc le premier critère à retenir, c'est, les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Donc on peut, considérer dans cette, dans cette optique-là, et mentionner éventuellement une absence de témoin direct ou indirect, c'est-à-dire est-ce que une personne a vu ou entendu l'accident? L'absence de fait accidentel soudain et précis, le salarié n'est pas vraiment en mesure de vous raconter précisément ce qui se serait passé. Donc il faut le retranscrire de façon, au conditionnel, de façon à ce qu'on effectivement, on a enregistré la demande du salarié, mais pour autant, c'est pas forcément, ce qui se serait produit dans la réalité, donc on se laisse une porte ouverte. On va noter ou éventuellement s'il y a des confusions sur la date, sur l'heure ou sur les circonstances du sinistre. Et enfin, on va noter aussi la constatation médicale tardive. On va s'étonner, par exemple, qu'un salarié vous ait déclaré un accident à telle date et puis qu'il ait consulté une semaine après. Ça peut paraître étonnant et on peut le mettre en avant dans un courrier de réserve.
On va aussi relever l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire un état pathologique préexistant. On a souvent des sinistres qui sont attachés à un siège de lésion du dos. C'est la maladie un petit peu du siècle et pour autant, on ne peut pas forcément le rattacher à un fait soudain et brutal qui se serait produit sur le temps et le lieu de travail. Donc, on va vérifier éventuellement si votre salarié a des antécédents de façon à les mettre en avant et que ce soit une lésion qui ne soit pas forcément rattachée à l'activité qu'il exerçait le jour dit. Le malaise aussi, qui peut survenir à la suite d'un grand stress au travail, mais qui peut être aussi dû à l'existence d'une pathologie que votre salarié malheureusement subit. Donc, on pourra éventuellement, si on connaît un petit peu plus de choses, et si on a connaissance d'antécédents, les mettre en avant et éventuellement demander à ce que la caisse révise son jugement sur l'imputabilité de la lésion. Donc comme vous le voyez, les réserves sont un exercice qui est peu aisé, et qui appelle un grand formalisme. C'est pour ça, qu'elles ont souvent besoin d'un accompagnement, pour les formuler de façon claire et précise et pouvoir être entendues dans une phase d'instruction, que la caisse vous permettra, d'engager. Donc DL Développement, dans cette optique-là, vous accompagne, régulièrement, sur, cette première phase déclarative, sur l'émission de ces réserves et sur l'ouverture d'une instruction, au cours duquel vous allez être interrogé, via un questionnaire et via aussi une prise de connaissance des documents auxquels vous aurez peut-être, besoin d'apporter des observations. Alors, pour précision, vous avez, donc 10 jours, pour déposer votre lettre de réserve à partir de la date d'émission, de la DAT. On s'est aperçu très récemment que Net Entreprise avait, offert une option supplémentaire. On pouvait déposer jusqu'à présent en EDI, la DAT, mais on peut maintenant aussi, dans un second temps, déposer, la lettre de réserve dans les 10 jours qui sont prévus, en gardant bien en tête, de récupérer les accusés de dépôt afin de bien prouver sa bonne foi s'il y avait besoin plus tard, auprès de la caisse. Alors, on va vous parler maintenant des maladies professionnelles, et effectivement, une problématique, qui survient, malheureusement dans les îles en ce moment et qui est très prégnante. Heu, Vous avez tous eu connaissance, je crois, de ce scandale, sanitaire d'État, qui est Chloredone et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un nombre, croissant de demandes de reconnaissance de maladies professionnelles attachées, à cette, pathologie-là. Donc, là encore, il faudra être extrêmement vigilant puisque ça va, engendrer des frais pour, les sociétés employant des ouvriers agricoles ou, sujets à ce genre de risque, à assumer les conséquences en fait, de cette reconnaissance. On a, eu connaissance, bien sûr de la prise de conscience en fait, de l'État par rapport à cette, problématique et de la création donc, d'un tableau maladie professionnelle, numéro 102 et 61 pour, le régime agricole, qui prévoit en fait, cette, nouvelle pathologie qui apparaît, maintenant de façon de plus en plus importante. Donc il va falloir aborder, cette problématique-là et y répondre, de façon, très précautionneuse et avec beaucoup de rigueur, encore une fois, tout au long de l'instruction. Donc, dans un premier temps, pour les phases, de précontentieuses au niveau maladie professionnelle, il faut, s'attacher à vérifier si les 3 conditions, sont réunies concernant la maladie qui est évoquée par, votre salarié. Donc, est-ce que la maladie figure dans l'un des tableaux prévus par la législation? Est-ce que le délai de prise en charge, c'est-à-dire le laps de temps entre la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale est respecté? Et est-ce que l'exposition au risque est établie? On vous a mis donc, ce fameux tableau qui vient de sortir, et qui, répertorie, ces, salariés qui malheureusement ont été exposés aux pesticides, et qui ont provoqué, des cancers, notamment le cancer de la prostate. Donc, vous pouvez voir sur ce tableau,
qui prend en compte l'ensemble des critères à réunir pour se voir attribuer cette maladie de façon professionnelle. Donc la désignation de la maladie doit être précise pour qu'on puisse la rattacher à un tableau. Le délai de prise en charge doit être respecté. Là, donc on voit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Donc comme le disait Violaine tout à l'heure, on s'interrogera à ce moment-là de savoir si le salarié a bien travaillé cette période-là chez l'employeur ou si cette exposition a été partagée avec d'autres salariés, avec d'autres employeurs, pardon, ou encore si, de par son activité privée, il a pu être exposé également à cette pathologie. Et enfin, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Donc là est référencé l'ensemble des contextes qui peut expliquer la survenance de la pathologie. Alors, les points de vigilance de maladie professionnelle. La maladie professionnelle, au contraire de la DAT, est une initiative du salarié qui va se prendre attache avec son médecin et envoyer une demande de reconnaissance auprès de la CGSS. Toutefois, il y a une phase qui est commune à celle des DAT lorsqu'il y a des réserves. Vous allez avoir une phase d'instruction sur le questionnaire Risque Pro qui va vous permettre de vous exprimer et de repréciser l'ensemble des contextes dans lesquels votre salarié était à ce moment-là pour vérifier s'il y a une liaison entre sa pathologie et la maladie déclarée. Donc, il faudra bien vérifier les conditions du tableau des maladies concernées, prendre le temps de renseigner le questionnaire et le valider. Il faudra même aller plus loin. Si vous n'avez pas rempli le questionnaire à 100%, on s'est aperçu que parfois il n'était pas validé et n'était pas transmis à la caisse. Donc, il faut aller jusqu'au bout du questionnaire pour bien valider ses réponses et le soumettre à la caisse. Enfin, si on s'aperçoit que le questionnaire est très souvent en faveur d'une exposition au risque de la part du salarié, au contraire, on se rend compte que les réponses sont très orientées. Donc, il faut aller outre ça et s'exprimer si on a des doutes sur la liaison entre la maladie et l'activité. Cette prise de position, lorsqu'on émet des réserves, permet d'obtenir le transfert du dossier vers le comité régional de maladies professionnelles, qui est un comité d'experts et qui ouvre un nouveau délai d'instruction de plus de 4 mois à ce niveau-là. Alors, pour les maladies qui sont déclarées mais qui ne sont pas présentes dans les tableaux de maladies professionnelles, la caisse va transmettre le dossier au comité et plus particulièrement pour les dossiers qui ont un taux d'IPP de plus de 25%. Le comité se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail du salarié. Et enfin, lorsque l'instruction est terminée, la CGSS est tenue de respecter le choix du comité et donc rend sa décision favorable ou défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle. Donc, comme vous le voyez, là encore, ce sont des phases qui sont très complexes, qui méritent d'être accompagnées et qui méritent d'être étudiées avec soin en respectant les délais qui vous incombent. Donc, pour récapituler les points de vigilance sur la plateforme QRP. Donc, la plateforme QRP, c'est une plateforme qui a été mise en place fin 2019, qui a été mise à disposition par la Caisse d'assurance maladie et qui va permettre de répertorier l'ensemble des éléments qui se trouvent, déposés là pour l'instruction du dossier de votre maladie professionnelle. Donc, on vérifie à ce moment-là l'ensemble, il faut bien mémoriser l'ensemble des dates d'ouverture d'instruction et de consultation des pièces du dossier. Vous allez avoir soit un mail, soit un courrier qui vous permettent de prendre connaissance de ces phases de consultation et d'observation. Donc, il faut bien les garder en tête et là encore, on peut éventuellement envisager de suivre ces plannings, en fait, ces genres de calendrier de procédure pour pouvoir respecter tout ceci.
Sur cette plateforme, aucune pièce médicale ne doit être transmise. Elles doivent être transmises directement au service médical qui est dédié. Il faut bien vérifier la présence de votre lettre de réserve parmi les documents qui sont mis à disposition sur ce site. On s'aperçoit parfois que les lettres de réserve ne figurent pas. Donc dans ces cas-là, on peut éventuellement les retransmettre en fait pour être sûr que la caisse les a au dossier et qu'elle puisse en prendre compte. Enfin, vous pouvez laisser des commentaires si des pièces sont manquantes pour signaler à la caisse que certaines pièces font défaut et ne vous permettent pas de vous positionner. Et enfin, on vous conseillera de bien télécharger l'ensemble des pièces qui figurent au dossier afin d'avoir un dossier complet de votre côté, puisqu'après les dossiers seront archivés et vous n'aurez plus accès à ces documents-là. Sachant qu'effectivement, on n'est jamais sûr de la décision que prendra la caisse malgré tout le soin qu'on a apporté au dossier. Et ces éléments peuvent être importants au moment éventuellement d'une phase contentieuse. Donc, une fois que la phase d'instruction est terminée, la caisse rend une décision et à partir de cette décision, vous avez la possibilité de contester une prise en charge ou non de votre salarié. Donc, ce délai est de 2 mois et il est très rapide, donc il faut effectivement réagir de façon avec beaucoup de réactivité. Donc, ces, ces procédures, vous avez une première phase amiable qui va être la commission. Donc, pour le contentieux général, c'est un contentieux qui se situe à la CGSS. Et pour le contentieux médical, les dossiers sont externalisés sur la métropole à Paris pour traiter de tous les sujets concernant les séquelles ou les longueurs d'arrêt. Ensuite, si vous n'obtenez pas gain de cause devant ces premières juridictions, il est toujours possible de saisir le tribunal judiciaire, enfin de saisir aussi la cour d'appel si malheureusement nous avons à nouveau un rejet, et enfin le dernier de strate possible, la cour de cassation. Donc évidemment, toute cette procédure contentieuse demande un réseau d'avocats et de médecins experts en dommages corporels. Il est assez difficile pour une société d'entreprendre ce genre de procédure sans être accompagnée, puisque ça demande un certain formalisme et un certain réseau que les sociétés ne disposent pas toujours. Elle demande aussi un certain nombre de documents juridiques que la société n'a pas systématiquement, ou en tout cas n'a pas forcément les juristes habilités à le faire. Donc, effectivement, avoir un partenariat avec un avocat ou des médecins est essentiel dans ce genre de procédure. Voilà, on arrive à la fin de notre exposé. Donc, je vais demander à Violaine de terminer sur ce bilan. Et alors, pour résumer un petit peu ce qui vous a été dit tout au long du webinaire, on vous invite déjà en premier lieu à bien télécharger vos taux de notification AT 2023 qui ont été notifiés en ce début d'année, à vérifier l'ensemble des éléments qui sont inscrits et à bien suivre votre sinistralité donc tout au cours de l'année selon au fil de l'eau, selon les déclarations d'accident de travail ou de maladies professionnelles auxquelles vous pouvez faire face et bien suivre l'instruction, voire engager des recours si c'est nécessaire. C'est vraiment important, parce que comme on l'a vu, le coût direct de votre accident du travail ou de votre maladie professionnelle est un des coûts les plus importants au niveau charges sociales pour votre société, d'autant que ces sinistres ont aussi des coûts indirects liés à la prise en charge, par exemple, de l'absentéisme généré par l'accident du travail, le coût lié aussi au matériel qui peut être cassé au moment de l'accident, par exemple. Vous allez aussi avoir tous les coûts liés au traitement du dossier, au traitement administratif, donc pendant toute la phase déclarative, d'instruction de la caisse et potentiellement ultérieurement, mais aussi tout ce qui est traitement des arrêts maladie en lien. Votre société va verser, selon les dispositions de votre convention collective, un complément de salaire aux salariés qui se trouvent en arrêt pour une cause professionnelle. Et on peut aussi parfois avoir le coût pour les arrêts longs d'un intérimaire ou de la formation d'un remplaçant du salarié qui peut être amené à être arrêté longtemps.
On estime qu'en cumulant les coûts directs et indirects d'un sinistre, par exemple d'un accident de travail qui va générer une semaine d'arrêt de travail, que la société va débourser 25 000 € au total. Pour un accident de plus de 3 mois, on sera aux alentours en moyenne de 93 000 €. Donc, je vais reprendre, pour résumer, notre offre d'accompagnement DL Développement vous accompagne donc dans les différentes phases des dossiers AT et MP. Tout d'abord, en étroite collaboration avec un cabinet d'avocats spécialisés et en accompagnement également avec un réseau de médecins experts dédiés aux dommages corporels, nous auditons vos taux AT-MP via vos comptes employeurs et on vous alerte en fait sur l'ensemble des sinistres qui ont un impact financier important. À partir de là, et selon les préconisations de nos avocats, on vous propose des recours auprès des différentes juridictions afin de vous permettre de voir une décision plus juste appliquée et que vos comptes soient désimpactés éventuellement et un taux révisé selon l'issue des dossiers. Enfin, on a un accompagnement donc sur la phase précontentieuse, puisqu'on vous propose en fait un accompagnement dès la survenance du sinistre ou dès la déclaration d'une maladie professionnelle, afin de vous aider à compléter l'ensemble des documents, à réagir aussi aux phases d'instruction et aux différentes questions qui vous seront posées à ce moment-là, à vérifier en fait aussi tout le formalisme auprès des caisses qui doivent être respectées et à vous aider à obtenir, lorsque cela se légitimise, un refus de prise en charge si effectivement le sinistre n'est pas avéré ou si les procédures n'ont pas été respectées par la CGSS. On peut éventuellement vous proposer aussi, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des litiges qui portent question, la mise en place de contre-visites ou d'expertise médicale afin de vérifier en fait s'il y a bien une cause qui explique l'absence de votre salarié ou si la lésion initiale est bien en cohérence en fait avec l'arrêt maladie. Enfin, on peut vous proposer des formations AT-MP afin de vous éclairer sur certains sujets, que ce soit des sujets concernant la tarification, afin de mieux comprendre en fait l'impact de vos sinistres sur votre tarification, sur les dépenses qui sont liées à tous ces frais professionnels ou vous aider aussi, ou d'ailleurs vous aider aussi dans les compréhensions des documents que vous recevez et la gestion quotidienne de votre sinistralité. Voilà, afin de vous familiariser avec tout ce que vous êtes amené à rencontrer comme sujet et mieux les appréhender ensemble afin d'avoir des dossiers propres et sains s'il y a besoin d'aller sur des phases plus contentieuses. Voilà, on note qu'en moyenne, une entreprise évite une hausse de son taux à TMP de 1 à 2 sur sa masse salariale, ce qui ferait environ 60 000 € par an de cotisations non versées à l'URSSAF, ce qui donc n'est pas négligeable en matière d'économie financière. Voilà. Ok, bon bah super, merci, bravo Violaine, bravo Virginie pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions qui viendraient maintenant ou que vous auriez de votre côté noté? Et c'est le moment, si vous voulez en poser quelques-unes, on va tâcher d'y répondre. Ou alors en privé, on pourra aussi répondre en privé sur des questions qui viendraient, qui seraient peut-être plus compliquées à exposer maintenant. Bon, pas de questions. Bon, en tout cas, si vous voulez que l'on vous fasse suivre le... Ah, il y a c'est un micro qui n'était pas coupé, mais c'était pas une question. Si vous voulez qu'on vous fasse suivre le document qu'on vient de vous montrer. Ah, si, attendez, Madame Claret, on vous écoute. Alors, est-ce qu'on a... Alors, est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que Violaine
Est-ce que vous intervenez pour la récupération des IJSS? Alors, on a un pôle charge sociale Oui, également. je peux peut-être intervenir si vous le souhaitez. Voilà, Je suis Madame Vienne, exactement. la responsable du département social, donc qui comporte effectivement le pôle action de travail, objet de cette présentation, et également le pôle charge sociale. Donc oui, effectivement, nous intervenons sur ce type de mission de récupération des IGSS. Donc n'hésitez pas, après, on peut échanger par mail ou par téléphone pour vous accompagner sur ce sujet. Et voilà, de prise de contact de la caisse et d'aide des entreprises à cette récupération des IG qui n'ont pas été versés. On trouver les causes et régler la situation. Super. Merci, Madame Claret. Bon, je disais, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous envoyer le PowerPoint, la petite présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous le demander et pour pouvoir le récupérer. Et surtout, on est à votre disposition pour des questions complémentaires et un petit peu plus précises par rapport à vos besoins.